Face à vous, Manuel Bompard, une tête bien faite aux multiples facettes. Passeur de savoir d'abord, normalien, agrégé de lettres, diplômé de Cambridge et de Sciences Po. Il est docteur en littérature et philosophie, maître de conférences. Passeur de textes aussi, metteur en scène, dramaturge et écrivain, 45 spectacles à son actif, fondateur du Centre des Arts de la Parole. Je fonde le Centre des Arts de la Parole avec cette mission essentielle, se parler plutôt que s'entretuer. Se parler pour se relier. Un projet décliné en manifeste avec ce livre, Il faut voir comment se parle, un diagnostic sombre sur l'état de santé de la parole aujourd'hui, car nous parlons de plus en plus, mais de plus en plus mal, le clash plutôt que le dialogue. Le mal vient de plus loin que les réseaux sociaux. Je pense que c'est une tendance de fond. Je pense que c'est lié à l'accélération du temps, c'est-à-dire qu'il s'agit de plus en plus de réagir, de rebondir, et la parole prend du temps, demande de l'élaboration, de la nuance. Cas d'école, l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée il y a 1 an et demi. Il suffit de se retourner sur les semaines passées, dans un lieu qui est censé porter la parole au plus haut, l'Assemblée nationale. L'Assemblée asociale est un joli lapsus. Voilà, l'absence de parole commune possible, c'est la fin de la société et la fin d'un espace commun. Un constat qu'il portera aux États généraux de la parole jeudi prochain. Ce soir, il vous interpelle Manuel Bompard. Face à vous, l'anticonflictuel Gérald Garuti. Et bonsoir Gérald Garuti, venez, on vous accueille sur ce plateau de l'Indice et politique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je vous laisse vous installer face à Manuel Bompard, avec qui vous allez parler de politique, ou plus exactement du bien parler en politique. On parle des fois du bien manger, du bien boire, là on va parler du bien parler, c'est ça? Oui. Je vous laisse avec Manuel Bompard. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, enchanté de vous retrouver pour un espace que j'espère non conflictuel. On va essayer, on va voir. Si possible. Je suis content de vous rencontrer parce qu'on a pu dire que la politique, c'est l'art de se choisir des ennemis. Je voudrais vous demander s'il est possible en politique de raisonner autrement. Moi, j'ai jamais considéré mes adversaires politiques comme des ennemis. J'ai jamais utilisé ce terme d'ailleurs. Par contre, la politique, la démocratie, c'est aussi la nécessité de choisir entre des options politiques différentes. Et donc, il y a des adversaires politiques, il y a parfois des concurrents, mais des ennemis, non, moi, j'utilise pas ce terme. Parce que moi, ce qui me frappe aujourd'hui dans cette situation, c'est qu'on est arrivé à une situation d'opposition généralisée, de conflits, de clash assez systématiques. Et il m'a semblé comprendre et entendre que cette logique de conflictualisation était une manière de raisonner, une manière peut-être même d'arriver au pouvoir. Moi, j'aimerais voir avec vous s'il y a une évolution possible sur ce champ-là. Des évolutions, moi je suis toujours ouvert à la discussion, mais d'abord il faut sans doute partir du bon point de départ, du bon diagnostic. La conflictualité au sens de contradiction entre des projets ou des idées politiques différentes, à mon avis, elle est inhérente à la démocratie. Faire croire que la démocratie, ce serait en quelque sorte le règne du consensus, c'est une vision de la démocratie qui n'est pas la mienne. Voilà, donc je pense que la conflictualité, elle est inhérente à la démocratie, à la nécessité d'éclairer les citoyens pour avoir à choisir entre les différents choix politiques qui s'offrent à eux. Premièrement. Deuxièmement, je sais que la France Insoumise a fait l'objet de beaucoup de caricatures, mais vous savez, moi je crois que ce qui affaiblit la parole politique, personnellement c'est ma conviction, c'est davantage l'utilisation du vocabulaire en politique pour ne rien dire, le culte de la langue de bois, de ceux qui disent tout et son contraire dans la même phrase. Vous êtes d'accord avec ça, Gérald Garuti? Vous faites le même moi, je peux avoir un défaut, mais moi, j'essaye de dire franchement ce que je pense. Oui, bien sûr, une parole vide de sens, langue de bois, les fameux éléments de langage corsetés qu'on a vu dérouler. D'ailleurs, on l'a vu pendant les débats, j'allais dire pour la présidentielle, mais pour la ministérielle, pour la première ministérielle à laquelle vous participiez d'ailleurs, que j'ai vu. Mais bien sûr, éléments de langage, mais moi j'ai été sensible par exemple au fait qu'il y avait une ligne de discours qui pouvait être tenue de façon, je dirais, un peu systémique, un peu systématique, indépendamment de ce qui pouvait se passer. Je vous donne un exemple au hasard. Nous appliquerons tout le programme et uniquement notre programme, quelles que soient les possibilités. Et comment est-ce qu'on peut faire une majorité quand on est minoritaire et qu'on refuse le compromis ou la coalition? Justement, précisément, je crois que c'est une mauvaise compréhension, je pense, de ce que je crois, de ce que nous avons dit. Nous avons dit les choses de manière très simple. Nous avons dit il y a la mise en place d'un gouvernement.
Et ce gouvernement, il doit refléter le résultat des élections. Aujourd'hui, parmi les 3 blocs qui se sont présentés aux élections législatives, il y a un bloc qui est arrivé en tête, c'est le nouveau Front populaire. Donc, c'est lui qui doit constituer le gouvernement. Et l'objectif, la base de ce gouvernement, c'est le programme du nouveau Front populaire, parce que c'est celui qui a le plus que les autres été choisi par les électrices et les électeurs. Puis ensuite, il y a la démocratie parlementaire. Et c'est là où vous testez votre capacité à gagner des majorités. Et il est évident qu'à partir du moment où vous êtes dans un système de majorité relative, que si nous étions, et si le président de la République avait nommé Lucie Castet comme chef d'un gouvernement du nouveau Front populaire, nous aurions déposé des propositions de loi à l'Assemblée nationale et il y aurait eu des débats parlementaires et la recherche de compromis et de consensus, parce que c'était indispensable pour obtenir une majorité. Donc vous pouvez à la fois avoir une base gouvernementale qui est claire, qui est celle qui a été choisie par les électrices et les électeurs, et après vous pouvez avoir du débat parlementaire qui permet de créer des majorités. Je pense que l'un ne s'oppose pas à l'autre, en tout cas c'est ma conviction. Oui, ça j'entends bien si on rentre sur la question proprement politicienne par rapport au Parlement. Mais si on revient à ce qu'est la parole, et une parole de responsabilité, ce qu'on observe quand même aujourd'hui, c'est une défiance absolument radicale, le fait que personne n'est satisfait de la situation actuelle. On arrive à un état de clash permanent. Et je pense que raisonner en termes de, bien sûr, de camp, d'adversaire, c'est ce que vous faites, c'est le jeu politique. Mais la question du bien commun, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette question-là est passée à la trappe pour simplement des enjeux qui sont des enjeux extrêmement, j'allais dire, tranchés? Je ne le crois pas, mais je vais essayer de... Vous avez dit au début, je suis d'accord avec vous, la parole politique est extrêmement discréditée, etc. De quoi j'aurais l'air, si vous voulez? Après avoir fait campagne en disant... si vous votez pour moi en tant que député et mes collègues dans les autres circonscriptions, on va se battre pour l'augmentation du SMIC. Bon. De quoi j'ai l'air si je vous dis « Ah ben non, finalement, on va gouverner, mais cette promesse qu'on a défendue dans la campagne, finalement, elle n'existe plus parce qu'un tel ou un tel ne le veut pas. » De quoi j'aurais l'air? Ma responsabilité, c'est de porter la parole des électrices et des électeurs qui m'ont confié un mandat. Or, la difficulté aujourd'hui, ce n'est pas le fait que les uns ou les autres n'auraient pas d'attention au bien commun. Je vais vous dire, je pense que mes adversaires, et pourtant ce sont mes adversaires, ils imaginent défendre une vision du bien commun de la même manière que moi. D'accord? Notre difficulté, c'est pas celle-là. Notre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 3 projets politiques qui sont tout simplement contradictoires. Ils sont contradictoires. Ce que vous dites, Gérald Garouti, c'est un problème de style, c'est ça, si je comprends bien. Ah, bah, j'ai pas entendu qu'un problème de style. Je sais pas, c'est ce que je crois comprendre. Non, on n'a pas entendu que ça, mais c'est ça que vous voulez dire. C'est un peu plus pour moi qu'un problème de style. C'est même plus qu'un problème de forme. Je pense que c'est véritablement un problème de rapport à la parole. C'est bien pour ça d'ailleurs que moi je ne viens pas ni comme journaliste, ni comme homme politique, je n'ai aucune ambition politique, je ne me présenterai pas contre vous ni aux élections, je ne cherche pas à avoir le pouvoir. Mais on aurait le droit. Oui, le droit, mais pas l'envie. Ce que je souhaite, c'est une transformation du rapport à la parole. Je considère que la parole est dégradée, qu'elle est discréditée, que la parole est atomisée et qu'elle a des conséquences désastreuses dans l'ensemble des champs, un bras d'honneur par-ci, une insulte par-là, une pancarte dans des lieux qui sont sacrés. Autrement dit, je trouve qu'il y a une profanation généralisée de la parole, en particulier la parole publique, la parole politique, et au sein du champ médiatique, il y a un enjeu, et pas seulement sur les réseaux sociaux. Donc ma question, au-delà de la question des coalitions, des enjeux, c'est celle de la responsabilité de la parole des hommes politiques. Vous dites, j'ai la responsabilité de porter ceux qui m'ont élu. Mais avant cela, je veux dire, si par exemple vous aviez été Premier ministre, vous avez la responsabilité de gouverner pour l'ensemble des Français. Donc ça, vous ne représentez pas un camp, vous représentez un pays. Mais bien évidemment. Alors attendez, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Premièrement, je vais vous dire sur la parole, pardonnez-moi, mais j'ai un point de désaccord avec ce que vous avez dit. Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan un bras d'honneur. Moi, j'ai jamais fait de bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et je trouve ça tout à fait inadmissible et inacceptable. Vous ne pouvez pas mettre ça sur le même plan avec une action symbolique de protestation en portant une pancarte sur tel sujet, venir avec un plat de pâtes pour dire, vous voyez, vous allez augmenter, ça va avoir des conséquences. Notre rôle aussi, c'est de faire exister des débats qui existent dans la société, même quand ils n'existent pas à l'Assemblée nationale. Moi, mon rôle, c'est aussi de porter la parole de ceux qu'on n'entend jamais dans les médias, à la télévision, et de le faire, y compris parfois en utilisant des moyens qui peuvent être des moyens qui créent du débat et de la discussion. C'est pas la même chose que la grossièreté, l'injure,
Moi, je n'ai jamais utilisé de grossièreté ou d'injures. Par contre, je revendique, oui, d'avoir parfois, à l'Assemblée nationale, provoqué des actions de protestation parce que je trouvais qu'il y avait un sujet qui n'était pas suffisamment porté et qui devait l'être. Et je ne crois pas qu'en faisant ça, j'affaiblis la parole politique. Je crois au contraire que je lui donne plus de force. Je me permets de vous interrompre parce que Je vous en pour le prie. coup, en tant qu'homme de théâtre, je sais ce que c'est qu'un happening et je sais ce que c'est que faire un événement pour faire du show, du spectacle. J'en doute. Mais je ne pense pas que l'Assemblée soit un lieu de spectacle. Je pense que ce soit un lieu d'orateur, un lieu de prise de parole. Là, on est devenu dans une situation quand même où la parole n'est plus audible. C'est que c'est devenu contre-productif. C'est devenu, y compris ceux qui regardent. C'est qu'on est passé, je dirais, une parole politique à une parole spectaculaire, mais au sens le plus démonétisé du terme. Je pense que c'est honnêtement, je vais vous dire sincèrement, je pense que c'est un peu une caricature des débats qui existent à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, vous montriez dans votre sujet la réforme des retraites. Pardonnez-moi, mais pendant la réforme des retraites, il y a eu des très beaux moments de politique. Il y a eu des très beaux moments d'affrontement politique, mais d'affrontement sur des sujets majeurs, de savoir est-ce qu'on considère que c'est plutôt la retraite par répartition ou plutôt la retraite par capitalisation, est-ce qu'on considère que quand on a cotisé toute sa vie, est-ce que c'est pas légitime de pouvoir profiter un peu de son temps. Je sais que parfois, c'est aussi le monde médiatique qui vient retenir de ces débats seulement telle scène ou telle scène. La vérité, c'est qu'à l'Assemblée, il y a des débats qui sont des débats de qualité. Et puis, il y a des moments aussi, et ça participe de la politique. La politique, c'est aussi convaincre des gens. Et pour convaincre des gens, c'est aussi faire en sorte que votre message s'adresse à eux. Bien et sûr. pour que votre message s'adresse à eux, vous devez aussi parfois produire des effets de communication. Alors, ça participe de la bataille politique. Des effets de communication, mais moi ce que j'interroge, c'est là il y a une étude qui est sortie par la Fondation Jean Jaurès à laquelle j'ai contribué par exemple, qui montre que le sentiment de violence, notamment de violence verbale, est extrêmement accru. Ça veut dire que les gens ont l'impression que les autres sont de plus en plus violents et sans vraiment reconnaître qu'ils le sont même. Autrement dit, la violence verbale, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres qu'on entend, mais pourtant ce sentiment est très partagé. On ne peut pas exonérer la parole politique, surtout celle qui se veut, sinon radicale, en tout cas du moins vraiment extrêmement tranchée comme la vôtre. Et je reviens à la question de la conflictualisation. Est-ce que vous pensez qu'on peut bâtir un projet de société commun dans un pays divisé sur une logique de conflictualisation ? Écoutez, la difficulté, à mon avis, de votre raisonnement, c'est que vous niez les conflictualités qui existent dans la société. La société, elle n'est pas faite aujourd'hui de gens qui sont tous sur un pied d'égalité. Il y a de la confrontation, il y a de la conflictualité, il y a des rapports de domination qui existent dans la société. Et vous verrez, c'est constant depuis Jean Jaurès. C'est même constant depuis la démocratie athénienne. Ça a toujours existé, la domination, les rapports de classe. C'est la suite de ce que j'allais dire qui est constant depuis Jean Jaurès. Jean Jaurès a une très belle citation dans laquelle il dit, dans l'entreprise, le patron qui est licencié, il le fait juste en signant un papier dans le calme. Vous voyez, ça ne fait pas de bruit, ça ne fait pas de confrontation. Par contre, celui qui le subit, c'est d'une violence totale. Où est la violence à ce moment-là ? À votre avis, elle est dans celui qui crie à la fin parce qu'il n'est pas d'accord pour faire ça ? Ou est-ce que la violence, elle est dans celui qui signe le papier pour jeter à la rue 300 familles ? Alors moi, je pense que la violence, elle est dans celui qui signe le papier pour jeter à la rue 300 familles et pas dans ceux qui protestent, même si parfois ils le protestent peut-être avec des mots un peu forts. Je pense que l'enjeu, c'est de canaliser la violence et pas de la laisser exploser. Et je pense que ça suppose... Mais la parole politique, elle est là pour ça. Il faudra en donner l'exemple. Donc il faut l'exprimer. Ben oui, mais si cette violence, si vous voulez la canaliser, il faut l'exprimer. En tout cas, elle n'est pas exprimée par des discours sirupeux qu'on va vous en avoir avez comme ça parlé autour d'une calmement, en table. tout cas sur ce plateau. Mais on a pu avancer. Non, mais c'est très bien, c'est intéressant. Mais Merci. le débat mériterait quasiment qu'on se voit pendant 3 heures pour en discuter. C'était un petit peu... On vous laisse après. C'est un point Sur la de chaîne départ. Twitch d'Hugo Couturier. Allez, Hugo Perchoir, merci Gérald Garuti. Merci à sur le vous. plateau.